Vous l'avez vu sur People 24, la nouvelle chaîne de l'information et du divertissement. Le 20h de Kevin Williams vous est présenté par abeland.com, le spécialiste du linge de maison haut de gamme et des accessoires de cuisine sur Internet. Le 20h de Kevin Williams avec Casting Media. Inscris-toi sur castingmedia.fr et participe à des castings professionnels. Le 20h de Kevin Williams vous est présenté par Horyline. Pour vos travaux de graphisme, impression, création de sites institutionnels ou e-commerce, rendez-vous sur horyline.fr. Vous êtes bien dans le 20h de Kevin Williams. Et vous le savez, c'est l'émission de la joie et de la bonne humeur sur People 24. Regardez, on est dans une ambiance absolument superbe. Mais comme d'habitude, vous le savez désormais, chers amis téléspectateurs, la chaîne de télévision People 24 a décidé de donner la parole aux Français. Vous avez comme ça la possibilité de venir et de passer soit un coup de cœur ou un coup de gueule à la télévision. Vous le savez, aujourd'hui, on a changé d'époque, puisqu'à l'époque, la réclame, c'était sur des magazines, à la télévision ou à la radio. Désormais, vous avez des personnes qui sont extrêmement suivies sur les réseaux sociaux, qu'on appelle influenceurs ou créateurs de contenu, et qui, par leurs paroles, arrivent à influencer leur communauté, du moins leurs followers, à prendre des décisions d'achat et à acheter des produits, des services, et certains vont même jusqu'à conseiller de la médecine, ce qui est absolument limite. Et dans ce combat, il y a un collectif qui a commencé à faire parler de lui il y a quelque temps, qui s'appelle le collectif AVI, et ils sont avec nous aujourd'hui, on les applaudit très fort. Alors, dans le cadre de ce collectif, on a tout d'abord Slim. Bonjour Slim, comment ça va ? Bonjour, ça va et toi ? Moi, je vais très bien. Merci beaucoup Slim d'être présent avec nous. Et il y a Stanley, si je ne m'abuse. Bonsoir Kevin. Bonjour Stanley, comment ça va aujourd'hui ? Ça va, tranquille et toi ? Moi, je vais super bien. Et si j'ai bien compris, il y a également Mélissa qui est à distance, qu'on va saluer tout à l'heure. Et Jean-Baptiste également qui va intervenir et qu'on va saluer tout à l'heure. Et il y a avec vous sur le plateau Samia, qui est une des victimes, qui a fait appel à votre collectif. N'est-ce pas Samia ? Oui, c'est bonjour. bien ça ? Oui, c'est bien ça. Oui. Bonjour Samia, comment ça va ? Ça va. Bon, on va parler de tout ça tout à l'heure. Et sur ma droite, il y a deux téléspectatrices qui sont venues également pour participer à l'émission. Tout d'abord, mademoiselle, votre prénom ? Sandra, bonjour. Vous allez bien ? Super bien. Écoutez, on est ravis de vous recevoir. Et mademoiselle ? Mégane. Mégane, oui. Ça va ? Très bien, parfait, merci. On est ravis de vous recevoir. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'adresser à présent aux personnes qui sont à distance. Tout d'abord, il y a Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Baptiste, comment ça va aujourd'hui ? Super. Bon, Jean-Baptiste, merci d'être là aujourd'hui. Alors vous également, Jean-Baptiste, vous faites partie du collectif AVI, c'est bien ça Alors, je fais partie du collectif et je suis également le fondateur de la plateforme Signal Arnaque. Très bien. Alors, à chaque fois, bien évidemment, on va afficher tout au long de l'émission vos différents réseaux sociaux et notamment celui de Signal Arnaque pour que les téléspectateurs qui suivent l'émission puissent également venir vous suivre si jamais ils ont besoin de vos services. Et avec nous, il y a également une jeune femme qui s'appelle Mélissa et qui est à distance. Bonjour Mélissa, comment ça va aujourd'hui ? Bonjour, ça va super, merci et vous ? Je vais très bien, je suis ravi que vous soyez là Mélissa, merci d'être présente avec nous sur le plateau. Le collectif AVI, qu'est-ce que c'est ? Tout de suite un petit jingle et on va en parler avec ses fondateurs, c'est parti. Alors, immédiatement, je vais commencer par vous donner la parole Slim. Les téléspectateurs qui regardent l'émission aujourd'hui, comment vous pourriez présenter le collectif AVI ? Qui a pris l'initiative de le créer ? Moi, je veux vraiment tout savoir en détail. Et qu'est-ce qui vous a donné donc cette idée de créer ce collectif ? D'accord. Donc en fait, ce collectif, il s'est créé un peu sur le tas. Il y a eu le 31 mai 2022 un live sur Twitter. Donc on appelle ça un space qui s'est organisé autour du hashtag Blatarnaque. Donc Blata, en fait, c'est un influenceur. Et arnaque suivi du mot arnaque. Donc j'ai lancé ce space le 31 mai et il y avait toutes ces personnes, une centaine de personnes à peu près, plusieurs centaines de personnes qui étaient présentes sur le space, dont Stanley. Alors si vous le permettez Slim, encore une fois, je voudrais que dans l'émission soit très pédagogique pour les téléspectateurs. Vous avez lancé donc ce space autour de Blatarnaque, qui est un influenceur qui s'appelle donc Marc Blata. Pour les téléspectateurs qui ne savent pas qui est cette personne, qu'est-ce que vous reprochiez à cette personne concrètement ?
En fait, c'est de faire de la publicité mensongère. Il fait des promesses de gains assez considérables concernant le copy trading. Donc le copy trading, c'est vous avez un trader qui vous envoie des signaux d'achat et de vente d'actions. Donc lui, c'est notamment dans le marché du forex, donc dans le marché du change. Il vous dit recopiez les signaux que je vous envoie et vous allez gagner de l'argent. Donc ça, c'était vraiment donc c'est le piège dans lequel je suis tombé moi. D'accord. Et il y a aussi, donc on reste sur le terme présumé arnaque parce qu'il n'a pas encore été jugé. Donc il a fait des fausses cagnottes, il avait promis des maisons, une maison, il vendait des tickets de loterie à 20 € et la promesse était qu'il y avait une maison à gagner. Sauf que les gens, ils ont acheté les tickets et à la fin, il n'y a personne qui a gagné de maison. Ah d'accord. Ah oui, donc là c'est vraiment oui, en fait, plus que de l'arnaque. A priori, si personne n'a eu la maison, on parle d'arnaque présumée certes, mais si on sait d'ores et déjà que personne n'a eu la maison, ça c'est une arnaque dans l'absolu. Oui, dans les échos que j'ai eu, parce que moi à l'époque je connaissais pas Marc Platin, c'était qu'il y avait un gagnant, une gagnante ou je sais plus, mais que le gagnant aurait refusé le lot. Hein? Elle aurait refusé la maison. Vous gagnez une maison et vous refusez le lot parce que ses parents ils sont pas d'accord. Enfin un truc bidon. Je sais pas c'est quoi exactement, mais c'est ce qu'on. On va garder le terme présumé parce que comme vous l'avez dit à juste titre, tant que ça n'est pas jugé. Mais en tous les cas, ça sentait pas très bon. Et donc avec vous, il y avait Stanley qui était, je dirais, quelqu'un qui a assisté à ce space. Ouais. Alors pour être un peu plus dans le détail, il y a eu un space comme je vous ai dit organisé autour du hashtag Blatarnac. D'accord, c'est pas moi qui l'ai lancé le premier. Moi, j'étais en tant qu'auditeur parce que Booba, le rappeur Booba, a partagé sur son réseau Twitter ce space en disant « Regarde, Blata, il y a un space anti-toi qui s'organise. » Donc, je me suis retrouvé sur ce space un peu comme ça, comme la plupart de ces gens-là. D'accord. Marc Blata était intervenu sur ce space. Et il y avait un jeune qui l'avait interpellé sur le space en lui disant « Tu promets des rendements quotidiens de 20 à 40% par jour sur le copy trading, alors que Warren Buffett, le meilleur investisseur du monde, il le fait pas. » Donc Blata avait rétorqué « Oui, mais c'était les rendements que j'avais à l'époque. » Donc ensuite, Marc Blata a quitté le space, donc a quitté le live, et le live est un peu parti en cacahuète, les gens s'insultaient entre eux, etc. Et moi, j'étais là en tant qu'auditeur. D'accord. Donc ce qui s'est passé, c'est que tout de suite après, les gens ont quitté le space, j'ai quitté le space, et j'en ai réouvert un autre autour du même hashtag, Blatarnac, et toutes les personnes qui étaient sur l'ancien space sont venues sur le mien. Et c'est à partir de là que le collectif s'est créé, sans savoir qu'on allait créer un collectif. C'est-à-dire qu'à la base, on était juste là pour discuter. Il y avait Stanley que j'avais mis en co-hôte, donc en co-organisateur du space, alors que je ne le connaissais même pas. Et on avait discuté jusqu'à 5-6 heures du matin, je ne sais plus. Et là, on a vu plusieurs victimes défiler. Et les gens racontaient leurs témoignages. Ok, Slim. Voilà. Donc Stanley était présent ce jour-là. Stanley, vous, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, moi aussi, je suis sensibilisé par cette cause? Moi, clairement, comme il a dit mon collègue Slim, je me suis retrouvé sur ce forum Twitter par pur hasard vers 21h. Je rentrais du boulot. Je dis je vais voir ce qui se passe un peu sur Twitter. Et je vois, comme je follow Booba, je vois ce hashtag Blatarnac. Donc le mélange de Marc Plata et Arnaque. Et je suis parti. Et puis au début, moi j'ai écouté également le face-à-face entre Marc et ce jeune qui était un expert en crypto-monnaie et qui l'a emmené dans les cordes, quoi. Oui, pour simplifier, il lui disait que le taux de rendement qu'il proposait, même le meilleur investisseur du monde ne l'atteint pas. Donc exactement. C'était complètement illusoire. Alors je le précise pour nos amis téléspectateurs, qu'on remarque, Stanley, que vous êtes masqué, ainsi que Samia, tout simplement parce que vous souhaitez garder votre anonymat. Est-ce que certains d'entre vous ont été menacés pour justement souhaiter conserver votre anonymat, ou c'est tout simplement que vous ne voulez pas être reconnu? Non, c'est que moi je suis amené j'ai fait un métier où j'ai beaucoup de contacts avec les gens au quotidien parce que je suis VTC. D'accord. Et au-delà de ça, j'ai une vie antérieure et qui fait que... On respecte tout à fait votre vie privée. Voilà. Et Samia, même question? C'est à peu près la même chose. Donc, plus près du micro, Samia, s'il vous plaît. C'est à peu près la même chose, donc j'ai pas envie que les gens sachent. D'accord, très bien. Tout simplement. Très bien. Alors, encore une fois, sur la genèse, ok, je comprends comment est-ce que vous avez décidé de créer ce collectif. Aujourd'hui, il y a en France 2 agences. L'une qui s'appelle Shonehaven, qui est dirigée par la fameuse Magali Berda, et une seconde qui s'appelle WeHaven, qui est dirigée par un jeune homme qui s'appelle Wesley Nakache. Concrètement,
Qu'est-ce que vous, collectif AVI, vous reprochez, je dirais, à ces agences? Parce que les agences aussi ont été pointées du doigt. Alors, il y a plein d'agences en France, mais ces deux-là sont celles les plus connues du grand public parce qu'elles ont dans leur catalogue, j'allais dire, dans leur écurie, beaucoup de personnalités qui sont issues de la télé-réalité. Qu'est-ce que vous reprochez, en fait, aux agences, Slim? La première chose qu'on reproche aux agences, c'est le manque de professionnalisme envers leurs influenceurs qui, justement, parfois font la promotion de produits douteux. Donc, on a pu voir, par exemple, des influenceuses qui font la promotion d'injectrices alors qu'elles ne sont pas du tout habilitées à le faire. Mais ça, c'est juste gravissime, quoi. Oui. Surtout quand on sait que sur les réseaux sociaux, ils sont suivis par des gamins de 8 à 13, 14 ans qui vont les écouter de manière automatique, j'allais dire. Et aujourd'hui, quand on s'injecte ce type de substance dans le corps, ça n'est pas anodin. Donc, vaut mieux le faire avec un professionnel. C'est ça, il faut le faire avec un médecin agréé et pas comme ça avec une infirmière ou je ne sais qui dans un cabinet qui a pignon sur rue. Donc il y a plein de choses comme ça, mis à part... ou alors on a pu voir Dylan Thierry qui faisait la promotion de gélules cancéreuse. Alors, si vous le permettez, Slim, avant d'en venir justement à des cas comme Dylan Thierry ou d'autres personnes, moi, je voudrais qu'on s'arrête d'abord sur les agences, d'accord, comme je vous le disais à l'instant, parce que les agences, après tout, elles sont là pour faire une forme de tampon entre ce que va publier, je dirais, l'influenceur et le message qui sera renvoyé. Donc, effectivement, si elles ne font pas leur rôle en amont, ça va poser un certain nombre de problèmes. Ma question, elle est très simple, Stanley. Est-ce que vous ne vous dites pas que finalement, les agences, elles ont pris l'argent sans se soucier trop de la viabilité, je dirais, des entreprises qu'elles mettaient en avant sur le réseau des influenceurs. Ce qui comptait, c'était le chiffre d'affaires. Et au final, elles ont validé des sociétés qui n'étaient pas sérieuses, qui ne respectaient pas le fameux code de la consommation, le délai de rétractation, etc. etc. Complètement. On le voit aujourd'hui. C'est que la situation financière de ces entreprises, en 2017, en 2018, en 2019, avant que les gens se plaignent sur les réseaux, et aujourd'hui, fait que si vous regardez sur les réseaux sociaux, plus personne des candidats de télé-réalité ne promeut des produits qui viennent de je ne sais où, avec sans suivi, avec des sites sans mention légale, des sites qui ouvrent lundi, qui ferment mercredi après avoir fait la vente et la promotion sur les réseaux de masse. Donc on voit bien. Alors Stanley, là vous abordez un point extrêmement important. Justement, Slim, je voudrais également que vous réagissiez là-dessus. C'est que effectivement, on s'est aperçu que beaucoup d'influenceurs, aussi bien de l'agence de Wesley Nakache que, c'est-à-dire WeHaven, que de Magali Berda, à savoir Sean-Haven, faisait la promotion de sociétés qui créaient des sites internet 24 heures avant le site n'existait plus, et même quand on regardait les conditions générales de vente, elles ne respectaient pas le droit français, on ne savait pas qui était propriétaire du site, le service client était boiteux, etc. etc. Donc c'est en ce sens, Slim, que les agences, pour vous, elles n'ont pas respecté, je dirais, le contrat vis-à-vis, non pas de leurs influenceurs de clients, mais le contrat moral vis-à-vis du grand public et des gens qui leur faisaient confiance. Exactement. C'est exactement ça. D'ailleurs, on a pu le voir sur Complément d'enquête avec, je crois que c'était Mila Jasmine, je ne sais pas si tu confirmeras, Stan, avec la Moula Shop. Oui, tout à fait, c'était Mila Jasmine. C'était la Moula Shop, donc un site complètement bidon. Qui vendait des contrefaçons sur le site. Exactement. Du coup, là, on a un exemple cheap, comme on peut en trouver des centaines, où ils ont fait aussi pas mal de promotions sur les arnaques au CPF. Donc là, on a malheureusement Chris qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Alors, les arnaques au CPF, ça, je voulais vraiment faire un sujet à part dessus, parce que pour moi, c'est extrêmement grave. C'est-à-dire que le processus du CPF que l'État a mis en place pour justement permettre à des gens de se former tout au long de leur vie, mais c'est juste génialissime de se former et que l'État participe à ce financement. Mais à cause d'arnaques comme celui-ci, tout un secteur économique est maintenant pointé du doigt. Maintenant, les gens, quand ils reçoivent une formation, ils disent « Ah ouais, est-ce qu'il n'y a pas une arnaque là-dessus, etc. etc. » Ça, pour moi, c'est très grave, complètement grave. Et moi, je pense que tout ça, c'est à cause du fait que le secteur de l'influence n'est pas régulé et qu'il y a eu des dérives. Et on les a vues, les dérives. Alors, Stan, vous voulez prendre la parole, mais juste une question dans ce que vient de dire Slim, que le secteur de l'influence n'est pas régulé, mais très honnêtement, est-ce que le code de la consommation aujourd'hui ne suffit pas ?
Parce que quand on regarde le code de la consommation, il est quand même strict. Il dit qu'un site e-commerce doit respecter le délai de rétractation de 14 jours si le client n'est pas satisfait, etc., etc. En soi, ça fonctionne. D'où vient le problème, d'après vous ? Moi, je pense que le problème, il vient... je ne les porte pas pour responsable, mais je pense qu'il y a un manque de moyens au niveau de l'État sur les contrôles, sur la capacité à auprès de la DGCCRF. La DGCCRF à vérifier ces multitudes de marques naissantes est-ce qu'elles sont propres, est-ce qu'elles remplissent les conditions. Je pense que c'est un manque de moyens, et encore une fois, le marketing d'influence sur les plateformes Snapchat et Instagram n'a même pas 10 ans. Donc forcément, on peut comprendre qu'il y a un dépassement, vraiment un dépassement de la DGCCRF par faute de moyens pour pouvoir pour contrôler à bien. Contrôler et réguler. Voilà. Alors, c'est marrant quand vous dites ça, parce que oui, moi, aujourd'hui, je travaille pour une chaîne et il y a quelques années, je dirigeais un site e-commerce qui était assez conséquent. Et vous allez rire, un jour, on a créé une filiale de ce site e-commerce, on a mis le site en ligne. Le lendemain, la DGCCRF nous a contactés pour dire « Ah, il y a tel truc qui ne va pas sur le site, etc. etc. » Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'à l'époque, ils étaient réactifs, mais à une vitesse de fou. Et là, moi, ce qui me perturbe, c'est que les influenceurs, comme vous l'avez dit à juste titre, Stanley, mais ça fait plusieurs années maintenant qu'ils sont là. Et ça donne, Slim, ce sentiment d'impunité, finalement. Alors, il y a une chose que je voudrais souligner. La première, c'est votre site que vous avez lancé, là. C'était il y a combien de temps ? Ouais, c'était il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Tout Donc, à fait. Il y a 20 ans, il y avait beaucoup moins de sites internet qu'aujourd'hui. Et deuxièmement, la DGCCRF, leur effectif a été réduit. Par rapport à il y a 20 ans, c'est pas le même effectif. Tout à fait. Alors, moi, je voudrais qu'on interroge Jean-Baptiste, qui est à distance avec nous. Jean-Baptiste, vous êtes responsable d'un compte qui s'appelle Signal Arnaque. C'est bien cela, Jean-Baptiste ? Oui, c'est ça. C'est une plateforme de signalement communautaire qui permet aux gens de dire « Tiens, j'ai remarqué telle arnaque en ligne. Je pense que c'est une arnaque pour telle et telle raison, donc faites attention, ne tombez pas dedans. » Alors Jean-Baptiste, on va parler concrètement. J'ai fait confiance à un influenceur et j'estime que il n'a pas respecté le droit, il m'a pas respecté en tant que consommateur. Comment je fais pour que Signal Arnaque me vienne en aide, entre guillemets ? Vous avez sur Signal Arnaque un formulaire pour signaler justement une escroquerie. Donc vous n'en êtes pas forcément victime, vous pouvez être aussi tout simplement témoin de cette escroquerie ou de cette pratique commerciale trompeuse. Vous remplissez le formulaire, ça vous prend à peu près 5 minutes. Et puis en moyenne, votre signalement est vu par 200 personnes. Donc voilà, en 5 minutes, vous protégez potentiellement 200 personnes. Donc c'est 5 minutes bien investies. Alors dites-moi, Jean-Baptiste, aujourd'hui sur Signal Arnaque, quelles sont entre guillemets les arnaques les plus courantes dont vous êtes sensibilisés ? Alors, il faut savoir que sur Signal Arnaque, nous, on ne parle pas que des arnaques liées à des influenceurs. On parle de l'ensemble des arnaques en ligne. Donc, ça concerne des tas de choses. Ça concerne des choses que vous pouvez recevoir par email. Vous pouvez aussi en recevoir par SMS. Bref, la partie liée aux influenceurs, en fait, elle est assez faible là-dedans. Et les gens vont passer une commande et puis ils vont se retrouver finalement avec un produit qui ne ressemble pas du tout à ce qu'ils ont commandé, ce à quoi ils pouvaient s'attendre. Et donc ça, en fait, c'est des pratiques commerciales trompeuses. Quand vous dites ce produit, par exemple, ce sont des AirPods, vous vous attendez à avoir quelque chose de la qualité de la marque Apple, par exemple, et puis vous vous retrouvez finalement avec de la camelote, bien souvent en provenance d'Asie du Sud-Est et qui peuvent se trouver à quelques euros sur des sites justement d'importation. Et on trouve aussi des choses qui sont plus perverses. C'est-à-dire que vous allez par exemple avoir des gens qui vont passer une commande à un tarif qui leur paraît très intéressant et puis ils vont se retrouver, par exemple, abonnés malgré eux à un abonnement et donc prélevés pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, à plusieurs euros, plusieurs dizaines d'euros par mois. Alors Jean-Baptiste, vous abordez là un point qui, moi, à titre personnel, m'a littéralement scandalisé. C'est ce système effectivement d'abonnement où on voit souvent des offres. À un moment, je crois que toujours ces deux agences, elles avaient mis en place, je crois, des packs de bonbons où on les achetait, je crois, 1 euro ou de manière vraiment à un prix dérisoire. Donc il y a beaucoup de gens, comme ils sont suivis par beaucoup de jeunes, qui ont dit chouette, des bonbons à 1 euro, j'y vais.
et derrière c'était 30 € l'abonnement mensuel ou quelque chose comme ça, Slim. C'est ça exactement, c'est-à-dire il disait que pour 1 € tu pouvais acheter une boîte de bonbons, ça te coûte que 1 €, etc. Sauf qu'après tu dois prélever 30 €. Et là, pareil, ce sont certaines de ces grandes agences qui ont assuré la promotion de ces services-là. Oui, moi j'ai vu, moi je me rappelle, j'avais vu Maëva Guénam le faire, et Maëva Guénam elle est sous Shauna Event. Donc voilà. D'accord, bah écoutez, c'est dit. Alors, c'est marrant, mais moi, il y a deux intervenants dont on parle pas autant, mais moi je trouve qu'elles ont une responsabilité colossale. C'est les plateformes. Qu'est-ce qu'a fait Meta pendant toutes ces années, justement, en fait, où, si vous le permettez, Slim, où Meta, il voyait bien qu'il y avait des consommateurs qui se plaignaient du compte de certains influenceurs, etc., qui avaient le sentiment qu'il y avait une arnaque. Et moi, je vois comment ce que Meta, ils sont prompts à bannir des gens pour... je sais pas si vous avez vu ce fameux tableau, l'origine du monde, où on voit une femme, c'est un tableau qui montre un sexe féminin, et boum, le tableau, la personne qui a publié le tableau, son compte, il sautait immédiatement. Et là, il y a des dizaines de milliers de personnes qui se plaignent. Et ils sont où, Meta ? Alors, vous n'êtes pas Meta, mais je pose la question. Oui, non, mais en fait, par exemple, par rapport au cadre que vous avez dit là avec la femme là, je pense, après ça reste que mon avis personnel, c'est un algorithme qui gère. Et quand il y a une photo, même si elle n'est pas de mauvaise intention, etc., mais dès que c'est un peu, ça touche du pornographique, c'est banni directement. Alors, admettons, mais Meta, ils ont bien vu qu'il y a des consommateurs qui ont signalé ces comptes-là en disant voilà. Parce que, regardez l'image d'Instagram, par exemple. Pour Meta, je pense que ça compte, l'image d'Instagram. Eh bien, le fait de savoir que sur Instagram, il y a beaucoup de jeunes qui se font avoir par des comptes qui ont des millions d'abonnés. Je pense que Meta, il y a un moment, il vaudrait mieux fermer le compte. Est-ce que Meta se dit pas « Oh, je m'en fous, après tout, ça fait de la publicité qui rentre pour moi parce que je continue à les promouvoir ». On se rend même compte que Booba, son compte a été fermé et Magali Berda s'est vanté de l'avoir fait fermer grâce à ses relations avec Meta. Donc, est-ce que Meta, derrière, c'est bien beau aussi, mais ils ne réagissent pas de manière prompte quand ça va dans un sens et dans l'autre, ils laissent couler, en fait. Tant qu'il n'y a pas une procédure judiciaire, ils laissent couler dans l'autre. Franchement, je ne sais pas. Déjà, moi, ce que je pense savoir, c'est que quand vous avez un influenceur qui a des millions d'abonnés, 4, 5, 6 millions, et que vous recevez 1000 signalements, est-ce que ça a un impact ? Premièrement. Bonne réflexion. Effectivement, ce ne sera pas représentatif en fonction du volume du nombre d'abonnés. Exactement. Clairement. Et deuxième chose, je pense, mais je ne suis pas sûr, mais quand vous avez un compte certifié avec la coche bleue, et qu'avec ce compte-là, qui par exemple vous appartient, vous faites un signalement envers quelqu'un d'autre, ça n'a pas le même impact que moi, par exemple, j'ai pas de certif et je fais un signalement. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout à fait. Donc, voilà. J'entends votre propos, mais moi, je reste quand même assez dubitatif. C'est-à-dire que je pense clairement que Meta, il voit quand même qu'il y avait beaucoup de choses qui ne vont pas. Et moi, je m'interroge. Est-ce que Meta, il se dit pas, c'est des comptes, il y a des millions d'abonnés. Vous savez, c'est combien le prix d'une pub sur Meta ? Vous savez combien ça coûte les pubs ? Entre 0,50 centimes et plusieurs euros pour les marques. Donc, quand vous avez un compte qui a plusieurs millions d'abonnés, ça rapporte beaucoup d'argent à Meta. Donc, peut-être qu'ils n'ont pas intérêt aussi à supprimer certains comptes qui sont très suivis. Et moi, je veux que dans cette émission, on pointe aussi des responsabilités qui sont celles des plateformes qui laissent la jeunesse, excusez-moi, s'abrutir, se faire arnaquer des fois et qui n'interviennent pas de manière assez prompte. Stanley, vous voulez rajouter quelque chose ? C'est ce que je voulais dire. Et en fait, en complément de ce que disait Slim, pour faire court, Meta privilégie ou a privilégié par moment, par de nombreux moments, le trafic. Ben oui, clairement. Ils pourront dire ce qu'ils veulent, mais ils ne peuvent pas ignorer ce volume. Enfin, attendez, il suffit d'aller quand on voit sur Twitter, quand on voit sur les réseaux sociaux, le volume d'alerte des consommateurs, ils ne pouvaient pas l'ignorer. Et le deuxième intervenant que je voudrais pointer ici dans le cadre de cette émission, puisque le but de cette émission, c'est que vraiment les téléspectateurs comprennent un petit peu comment se défendre quand ils ont affaire à ce type de pratique. Le deuxième intervenant, c'est ce qu'on appelle les tiers de paiement. Et vous le savez, quand vous allez sur un site internet, vous sortez votre carte bleue, vous payez, mais vous ne payez pas
forcément en direct avec votre banque. Vous pouvez payer notamment par le biais d'un organisme qui s'appelle PayPal, que tout le monde connaît aujourd'hui. Et il y en a un autre qui s'appelle Stripe, qui est très utilisé justement par les sites e-commerce promus par ces influenceurs-là. Et moi, je vous le dis, Stripe, il faut le fuir. Il faut le fuir. Donc, Strike, s'il y a des gens de chez Strike qui nous regardent, eh ben, ils ne vont pas être contents. Mais pourquoi ? Parce que quand le consommateur il a un problème avec Strike, ben, c'est super compliqué. Par exemple, quand on parlait de l'abonnement tout à l'heure, c'est des fois compliqué de réussir à interrompre ces abonnements. Alors que chez PayPal, il suffit de dire le produit ne m'est pas arrivé et boum, et le processus de remboursement est extrêmement rapide. Donc, privilégiez les sites internet, je le dis pour les consommateurs, qui affichent PayPal ou qui sont en direct avec une banque française. C'est-à-dire que si vous arrivez sur un sas de paiement et que vous voyez, je dis n'importe quoi, le logo de la Société Générale, le logo du Crédit Agricole, le logo du CIC, de BNP Paribas, vous pouvez payer en toute tranquillité parce que si jamais vous avez le moindre souci, c'est assez facile de vous faire rembourser auprès de votre banque. Alors que quand vous êtes passé par un tiers de paiement, si vous regardez sur les forums de discussion ce tiers de paiement qui s'appelle Strike, ben, il y a beaucoup de consommateurs qui disent que celui-ci pose problème. Donc on espère que Strike va arrêter d'accompagner je dirais, des sociétés où il y a des pratiques douteuses et sur lesquelles il y a beaucoup de consommateurs qui sont pas contents. On a aujourd'hui avec nous deux jeunes femmes, Samia ici présente et une autre qui s'appelle Mélissa qu'on va saluer dans un instant. Samia, je voudrais qu'on parle de votre cas de figure. Vous, dans le cadre de ce combat qui est mené par le collectif AVI, qu'est-ce qui vous est arrivé, Samia ? Est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire ? Du coup, je me suis fait par Laurent de la GLC Family. D'accord. Je le suis donc sur Laurent Correa, voilà. célèbre membre de la GLC Family, qui, si je ne m'abuse, avait 3 ou 4 millions d'abonnés avant que Meta décide de fermer son compte. Alors, c'est bien aucune idée. ça ? Ça, franchement, je ne sais même pas. D'accord. Alors, là, il y a sa photo qui s'affiche, donc tous les téléspectateurs l'ont reconnu. Je vais juste laisser Samia terminer cette année, je vous donne la parole juste après. Et ensuite, on va demander à Mélissa ce qu'elle en pense. Puis après, je vais demander aussi à nos amies téléspectatrices ce qu'elles pensent de ce combat de votre collectif. Je vous en prie, Samia. Du coup, je le suivais sur Insta. Et un jour, je suis tombée par hasard sur une vidéo qui faisait de la publicité sur le groupe Elite, comme quoi il fallait faire du... comment on appelle ça ? Du trading. Qu'on allait devenir limite plus riche, mais bon, c'était pas ça le but non plus. Alors, si vous le permettez, Samia, parce que encore une fois, vous, comme vous en avez été victime, il y a beaucoup de téléspectateurs qui ne savent pas spécifiquement ce qu'est le trading. C'est quoi le trading concrètement, Samia ? En fait, il envoyait des... les trading, c'est de crypto-monnaie, c'est ça, crypto-monnaie. Alors, je vais faire un résumé, vous me dites vous me dites si j'ai bon, Samia. Le principe, c'est qu'il vous proposait de vous abonner à une plateforme qui lui appartient et de suivre des conseils, c'est ça ? Non. Alors expliquez-moi. Il va m'aider. Expliquez-moi ce qu'a subi Samia. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que le trading, c'est du commerce. Vous achetez et vous vendez plusieurs types de produits financiers. Donc ça peut être des crypto-monnaies, comme ça peut être du forex ou des actions. Et en fait, ce que faisait Laurent Correa, c'est qu'il vous envoyait chez le site d'un courtier, et vous devez déposer 500 €. Je ne sais pas c'était combien. Alors, 350. 350. Ouais, le minimum c'est 350. Donc, il vous demande de déposer 350 sur le site du courtier avec son lien d'affiliation. Pour que lui, derrière, il touche une rétrocommission. D'accord. C'est juste ça. Donc, vos 350 €, ils seront chez le courtier et ils vont vous permettre d'acheter et de vendre des actions. Alors, m'en veuillez pas, je vais volontairement poser une question très naïve. Oui. Le courtier, c'est une activité légale. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui investissent à la bourse, etc. Oui. Qu'est-ce qui est reproché, Samia, à Laurent Correa précisément ? Alors, en fait, quand ils vendent... Alors, quand il nous faisait sa pub sur Telegram, c'est de la pub. Hein. En fait, c'est de la com, tout simplement, je pense. Tu vois. Oui, bien sûr. Peut-être je me trompe, je sais pas, tu me diras. C'est ça. Et en fait, il fait de la pub sur Insta en disant oui, faites du copy trading, votre vie va changer,
En gros, limite, n'allez plus travailler, c'est nul d'aller travailler, vous faites du copy-trading. C'est-à-dire qu'il a, entre guillemets, relativisé le risque, puisque mais ce sont des métiers à risque où on peut perdre toute sa fortune là-dedans quand on s'y connaît pas. Et en plus, surtout, c'est extrêmement réglementé. N'importe qui ne peut pas s'improviser, justement, conseiller financier. Et c'est sur ce point-là que vous allez chercher sa responsabilité, Slim, je présume. Oui, exactement. C'est-à-dire que lui, en fait, il n'est pas habilité à vous donner des conseils en financier parce qu'il n'est pas agrémenté par l'AMF, qui est l'autorité des marchés financiers. D'accord. Donc, il y a une loi, je crois que c'est la loi Sapin 2, qui justement interdit ça. Et c'est ça qu'on lui reproche. Et c'est surtout la publicité mensongère. C'est pas avec 350 € que tu vas gagner 4 000 € par mois. Est-ce que c'est le même type de reproche pour Marc Blatta, justement ? C'est la même chose. D'accord. C'est pareil. Donc lui, en fait, il va vous vanter sa vie. Il a acheté une Bugatti à 3 millions d'euros, une autre voiture à 400 000 €, une maison de malade et tout ça. Regardez, moi, je fais partie des 1%. D'accord, qui ont réussi leur vie, qui sont devenus indépendants financiers. Si tu veux réussir, tu dois faire comme moi j'ai fait. Parce que tu dois t'inspirer de moi. D'accord. Et en fait, il parle comme ça dans sa communication. Et à force, les gens de voir ses stories tous les jours, et ben, ils se disent pourquoi j'essaierai pas moi. Tout à fait. Juste avant de donner la parole c'est Mélanie ? Mélissa. C'est Mélissa, pardon. Je voudrais que Stanley intervienne. Vous vouliez prendre la parole, Stanley. Oui, ce que je voulais dire, c'est que tout à l'heure, quand tu as parlé de Laurent Billionnaire, et qu'on parlait de Meta qui a réagi suite à la plainte collective 2 jours après et qui a banni le compte de Marc, Nadera et Laurent, ce matin, sur le chat Telegram de notre collectif, on nous a informé que Laurent a rouvert un compte sur Instagram. Et qu'il a récupéré en moins de 24 heures quasiment 40 000 abonnés. D'accord, donc en fait, vous le traquez maintenant, partout où il est. Il faut savoir. Vous faites en sorte de l'empêcher de nuire à nouveau. Non, parce que quand Meta, le community manager de Meta, nous adresse un message directement, nous taguant sur Twitter, nous disant qu'ils sont soucieux de préserver leurs consommateurs, leurs utilisateurs, et que les comptes en question ont été supprimés, c'est pas pour en ouvrir un autre 2 mois après. Je suis d'accord avec vous, mais voyez-vous, moi, vis-à-vis de Meta, c'est fou, hein, parce que je trouve que la majorité des gens laissent passer, mais moi, je trouve que les pouvoirs publics, ils doivent quand même mettre un processus très clair pour protéger les consommateurs. Parce que Meta, c'est mon opinion, a laissé ces gens-là sévir. Il les a laissés sévir et n'est pas intervenu. Meta, ça fait longtemps qu'ils sont alertés de ces pratiques. Et c'est vrai que là, comme vous avez donné un écho médiatique extrêmement important, et encore une fois, je vous félicite de votre combat, comme vous avez donné un écho médiatique important, Meta, ils se disent, oula, il faut vite qu'on soit du bon côté de la balance médiatique désormais, mais selon moi, et c'est mon opinion, personne ne me la ôtera, ils ont vraiment mis beaucoup de temps à réagir. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans l'émission, il y a une deuxième jeune femme qui est à distance, qui elle aussi a été victime d'influenceurs. Mélissa, est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire ? Alors, moi j'ai été victime en fait du couple Marc et Nadé Blatta sur le copy trading. D'accord. Donc, alors, sur ce copy trading, quel a été le préjudice que vous avez subi, ma chère Mélissa ? J'ai perdu presque 1 000 € à 40 € près. J'ai perdu 1 000 €. Comment est-ce que, en ce qui vous concerne, Mélissa, je vous aide, hein, comment est-ce que vous avez, été en contact avec ce couple Marc et Nadé Blatta et comment vous vous êtes laissé tenter, tout simplement, par ce qu'ils proposaient ? En fait, clairement, je vais être honnête, je ne les connaissais pas. Je les ai vus apparaître sur une émission de télé où ils étaient présentés comme... Marc Blatta était présenté en fait comme un influenceur connu apparemment. Et comme je ne le connaissais pas, par curiosité, j'ai été sur Instagram pour voir un petit peu qui était ce personnage. Et en fait, j'ai plutôt apprécié en fait le contenu qu'il partageait sur son compte Instagram. Et j'ai commencé à le suivre à ce moment-là. Et donc, vous avez commencé à le suivre. Et comment est-ce que la décision a été prise d'investir vos 1 000 € dans ce qu'il vous proposait ? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, vous vous êtes dit « Ah tiens, allez, cette fois-ci, j'y vais ». En fait, c'était ces stories répétitives où il disait... le trader prend de l'argent, je vais prendre de l'argent, vous allez prendre de l'argent. Donc, à force d'entendre ça, je me suis dit, bon, il y a un trader professionnel au départ, donc pour moi, ça a inspiré plutôt confiance. Le fait qu'il soit transparent sur le fait de dire qu'il gagnait aussi son argent dessus, je trouvais ça plutôt
plutôt honnête venant de sa part. Et je me suis dit, pourquoi pas. Après, je ne comptais pas m'acheter non plus une villa au bord de la mer ou ce genre de choses. Hein. Oui, juste... mais vous vous êtes dit, pourquoi pas investir en écoutant cette personne. Vous, ça a été 1 000 €, mais il y en a d'autres qui ont peut-être mis plus. Et il me semble, excusez-moi Mélissa, je reviens vers vous, mais j'interroge Slim et Stanley. Moi, j'ai entendu un préjudice supposé qui pourrait atteindre jusqu'à 6 millions d'euros. Est-ce que vous avez entendu ça, Stanley? 6 millions d'euros, c'est un autre dossier concernant Marc Blatta, c'est des NFT. Waouh, alors c'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas que sur un dossier, quoi. Il y a tout un tas de choses, et sur les NFT, le préjudice supposé, encore une fois... Non, c'est pas supposé, c'est 6 millions d'euros, on est sûr. Ah, bordel de merde. Parce qu'en fait, il y avait 10 000 NFT, et c'était 600 € l'unité, ils les ont vendus. Donc 10 000 fois 600 €, ça fait 6 millions d'euros. Bordel de merde. Et après, on s'étonne qu'ils aient des niveaux de vie de dingue. Alors attention. Et compagnie. Alors attention, concernant ce préjudice de 6 millions d'euros, on ne sait pas s'il a été fondateur de ce produit d'NFT. D'accord. En fait, un NFT, c'est une collection d'œuvres d'art numériques. On ne sait pas si c'est lui qui a créé l'œuvre d'art, cette collection, ou il a seulement fait la promotion. D'où le supposé qu'on maintient dans l'émission jusqu'à ce que décision on ne judiciaire... l'accuse pas, on ne dit pas que c'est lui qui a créé ce truc-là, mais ce qu'on est sûr, c'est qu'il en a fait la promotion pendant un long moment, c'est-à-dire plus d'1 mois, quotidiennement quasiment. Donc, est-ce qu'il est fondateur ou pas? On n'en sait rien, mais ce qu'on sait, c'est qu'il en a fait la promotion. D'accord. Stanley, qu'est-ce que ça vous évoque, justement, ce témoignage de c'est Mélanie Mélissa. De Mélissa, excusez-moi. Qu'est-ce que ça vous évoque, le témoignage de Mélissa? Vous qui, justement, avec Slim, avez décidé de monter ce collectif AVI. Est-ce que des témoignages comme ça, au jour d'aujourd'hui, combien de victimes sont sur ce dossier, Marc Blatta? Sur le dossier Marc Blatta, officiellement, avec le nombre de plaintes déposées sur le bureau du procureur, on est à 86. 88, excusez-moi. 88. Alors 88 plaintes déposées et ensuite 56 autres qui se sont ajoutées mais qu'on n'a pas encore donné au procureur. Alors on a vu le couple Marc et Nadel Blatta sur TF1 dans l'émission 7 à 8 qui comme argument disait nous on s'adresse pas à un public français mais on s'adresse à un public international, on a installé à Abu Dhabi mais on peut parler à des Canadiens francophones, à des Africains, une bonne partie de l'Afrique est francophone. Comment vous réagissez à ça? Moi j'ai 2 questions. La première, c'est que quand Marc Blatta faisait la promotion du CPF concernant une formation dans le métaverse, il s'adressait à qui? Bah oui, c'est en France qu'il y a cette aide. Voilà, premièrement. Deuxièmement, quand il fait la promotion de certains commerces, par exemple, je m'en souviens qu'il avait fait la promotion d'une agence de location de voitures à Lyon. Donc il s'adresse à qui? Non mais de toutes les façons, dans un dossier comme celui-ci, la justice va se désigner compétente, c'est évident, puisque les victimes sont en France, la langue parlée est le français, la justice française va se désigner compétente. De ce qu'on sait, il y a beaucoup d'enquêtes, Stanley, qui sont actuellement en cours, c'est-à-dire que pendant un certain nombre de mois et d'années, ces influenceurs ont eu le sentiment d'être complètement impunis. Mais là, on sent qu'il y a quelque chose d'énorme qui est en train de se passer et qui va, à mon avis, tomber sur la tête de beaucoup de gens dans quelques temps, Stanley. Oui, est-ce que c'est votre sentiment aussi? C'est complètement mon sentiment, mais c'est malheureusement ou heureusement, après, moi, je ne suis pas trop dans ce genre de théorie, mais c'est une certaine déconnexion de nos élites, pas de nos élus, mais de nos élites, qui se sont dit, bon, c'est des histoires de bigoudi ou de shampoing, etc. Et quand on voit le montant du préjudice, et surtout cette vindicte populaire qui monte sur les réseaux sociaux, où ils taguent les ministres, ils taguent les élus, ils se rendent compte vraiment de la manne financière que ça représente. Il ne faut pas oublier que sur cette manne financière, ces gens-là ne payent pas la TVA, n'est pas collectée par l'État. Donc forcément, ils prennent le problème par le corps et je suis convaincu qu'ils feront des cas d'école. Alors, je vais revenir vers vous, mais je voudrais terminer avec Mélissa, parce que comme elle a son bébé, et je voudrais pas qu'on la monopolise, la pauvre, à distance. Mélissa, vous aujourd'hui, qu'est-ce que vous espérez de la justice française, Mélissa? Alors, moi, dans un premier temps, ce que j'espère, c'est que qu'on arrive à les arrêter, parce que moi, moi personnellement, j'ai investi de l'argent que j'étais prête à perdre. Ça m'a pas porté de préjudice supplémentaire. C'est quand même un préjudice de 1 000 €, donc vous avez eu un préjudice. Oui, mais ce que vous voulez dire par là, c'est que ça ne va pas vous empêcher de vivre, quoi. Dans ma situation, c'était pas dramatique. D'accord. Alors que d'autres, ça peut l'être.
faisant partie du pôle victime au sein du collectif, je reçois beaucoup de témoignages où par contre là c'est beaucoup plus dramatique. Alors donc, voilà, Mélissa, moi, si vous le permettez, excusez-moi, parce que comme je voulais vraiment qu'on soit très précis sur votre témoignage, et c'est là que je voulais en venir, hein, Mélissa, c'est-à-dire que vous êtes passé du statut de victime et vous vous êtes dit non, stop, ces gens-là, faut les arrêter. Et vous avez donc décidé de rejoindre le collectif AVI et aujourd'hui vous êtes responsable du pôle victime, hein, c'est bien ça ? C'est ça, tout à fait. Alors quel genre de dossier vous recevez, Mélissa ? Soyez précise, parce que moi je voudrais vraiment que les téléspectateurs comprennent cette mécanique. Aujourd'hui, j'ai suivi un influenceur, allez, j'ai subi un préjudice. Qu'est-ce que je dois faire ? Comment est-ce que le collectif AVI peut me venir en aide ? On va continuer l'émission dans un instant, mais immédiatement, ça va être la pause. On va marquer une petite pause publicitaire. On a décidé de donner la parole aux Français. Le 20h de Kevin Williams, c'est l'émission d'information qui donne la parole aux Français. Dans le 20h de Kevin Williams, les Français commentent l'actualité avec une liberté totale et sur un ton que vous ne retrouverez dans aucune autre émission de télévision. Vous souhaitez pousser un coup de gueule ou passer un coup de cœur à la télévision ou vous souhaitez témoigner dans l'émission, rendez-vous sur le site internet de notre chaîne à l'adresse www.people24.tv, rubrique programme. Enfin, pour voir ou revoir les meilleures séquences de l'émission, abonnez-vous à la chaîne YouTube people24.tv. Le 20h de Kevin Williams vous est présenté par abeland.com, le spécialiste du linge de maison haut de gamme et des accessoires de cuisine sur Internet. Le 20h de Kevin Williams avec Casting Media. Inscris-toi sur castingmedia.fr et participe à des castings professionnels. Le 20h de Kevin Williams vous est présenté par Horyline. Pour vos travaux de graphisme, impression, création de sites institutionnels ou e-commerce, rendez-vous sur horyline.fr. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans l'émission, il y a une deuxième jeune femme qui est à distance, qui elle aussi a été victime d'influenceurs. Aujourd'hui, j'ai suivi un influenceur. Allez, j'ai subi un préjudice. Qu'est-ce que je dois faire ? Comment est-ce que le collectif AVI peut me venir en aide ? Alors, déjà, dans un premier temps, les personnes qui ont subi un préjudice par un influenceur se rapprochent en fait du collectif sur nos différents réseaux sociaux. Je vais demander à Slim de répondre à cette question parce qu'il est juste à côté de moi et il va nous expliquer concrètement comment est-ce que les téléspectateurs, les internautes victimes d'influenceurs, vous pouvez les aider. Alors, il y a plusieurs manières de se rapprocher du collectif. Donc, la plus simple, c'est d'aller sur le site, donc vous partagez en bas de l'écran. Qu'on affiche à nouveau. Voilà, merci. Donc, vous allez sur ce site et vous cliquez sur « Déposer un recours ». D'accord ? Donc, quand vous cliquez sur « Déposer un recours », vous avez le recours. Vous avez plusieurs types de recours. Par exemple, vous avez Laurent Billionnaire avec son truc de trading. Vous avez un autre recours, Laurent Billionnaire NFT, parce que lui aussi il a fait son truc d'NFT. Alors si vous le permettez Slim, excusez-moi, je suis obligé de vous interrompre parce que comme je vous l'ai dit, moi je ne veux pas qu'on s'axe que sur tout ce qui est crypto-monnaie, parce que le gros déplacement de produits des influenceurs, c'est pas que la crypto-monnaie. J'allais en venir. Je vous en prie. Aujourd'hui, on a dans les recours, on a des recours crypto-monnaie et trading, et aussi Dylan Thierry avec son association humanitaire. Si l'influenceur en question par lequel vous êtes fait arnaquer n'est pas dans les recours, vous allez sur autre. D'accord. Vous allez sur autre et vous mettez votre histoire, votre nom, votre prénom, vos coordonnées et votre histoire et l'influenceur en question et les preuves. D'accord. Et ensuite, une fois qu'on a, je dis un exemple, 15, 20 plaintes auprès d'un même influenceur, à ce moment-là, on ouvrira un recours sur le site. D'accord. Et une fois qu'on a collecté une trentaine ou une quarantaine de plaintes, nous rédigeons la plainte. Enfin, avant de rédiger la plainte, on fait notre enquête quand même. On rédige la plainte et on dépose ça au procureur de la République. D'accord. Et comment vous avez réagi, Stanley, quand vous avez appris que Magali Berda vient de créer la fédération, la FICC, la FIC, donc la Fédération des influenceurs et des créateurs de contenu. Exactement. Comment vous avez réagi, honnêtement, Stanley ? C'est un bon pied pyromane. C'est elle qui met le feu, c'est elle-même qui l'éteint. Donc c'est ça. Après, moi je peux comprendre que elle voit que son chiffre s'écroule, donc il faut embellir son image et qu'elle qui est actrice du métier, qu'elle puisse également savoir où sont les failles pour pouvoir mieux le réguler et expliquer au pouvoir public
là où ce qui ne va pas pour que ça aille mieux. Alors, moi, voyez-vous, dans cette émission, des fois, j'aime bien prendre le contre-pied, ce qui est normal, c'est pour vous faire réagir. Hein. Et ensuite, je vais donner la parole à nos amies téléspectatrices parce qu'elles sont là depuis le début. Elles vous écoutent de manière extrêmement attentive et j'aimerais bien avoir l'opinion de téléspectatrices également. Mais moi, j'aime bien prendre le contre-pied. Voyez-vous, Magali Berda, parce que c'est elle qui cristallise, quoi qu'on en dise, cette haine. Je dirais, parce que ça va jusqu'à de la haine de certains internautes qui cristallisent tous les défauts, je dirais, des placements de produits envers elle. Mais avec, je peux comprendre le fait que beaucoup d'internautes sont remontés parce que c'est quelqu'un qui a exposé cette réussite. Et en France, on sait que quand on expose trop, il faut s'attendre à un revers de médaille. Mais là, il semble, et c'est la justice qui dira qu'il est justifié sur certains points, où il y a eu effectivement des abus. Mais voyez-vous, je vais prendre le contre-pied. Beaucoup de gens, par exemple, lui reprochent d'avoir fait des faillites, d'avoir eu des sociétés qui ne marchaient pas, qui viennent du domaine de l'assurance. Mais moi, je vais vous dire, par rapport à ça, je dis chapeau, Madame Magali Berda. Et écoutez-moi bien quand je dis ça, alors que on ne peut pas dire que je défends son combat, mais je dis que en France, on a besoin de gens qui montent des entreprises, qui se cassent la figure, qui vont remonter d'autres entreprises, qui vont se casser la figure parce que c'est ce qu'on appelle acquérir de l'expérience et ensuite qui vont avancer. Là où il y a un problème, c'est effectivement si l'entreprise fonctionne de manière frauduleuse ou ne respecte pas le code de la consommation, etc. Ensuite, Magali Berda a tendance, selon moi, à se victimiser beaucoup et du coup, on ne peut plus lui demander de compte. Dès qu'on lui demande un compte, je dirais concrètement, mais là, dans ce cas de figure-là, vous avez fait la promotion des bonbons Intel, il y avait un abonnement à 1 €. Pourquoi est-ce vos influenceurs n'ont pas informé le consommateur que ça passait à 29 €? C'est ce genre de questions que moi, j'aurais voulu lui poser si elle était présente avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez, Stan? Et ensuite, Slim. Non, moi, je pense qu'il faut... Parce que vous serez d'accord avec moi que toutes les insultes antisémites qu'elle reçoit, c'est inacceptable et on les condamne. Etc. Mais Madame Berda ne doit pas se cacher derrière ça pour ne pas répondre à certaines questions. Tout comme Wesley de WeEvent qui a monté un produit qu'il a vendu par le biais des influenceurs. Alors c'était eux qui étaient propriétaires de la marque derrière. Bon, ça c'est pas interdit, mais si vous voulez, il y a des fois des défauts de communication vis-à-vis de de la communauté des gens qui les suivent qui font que c'est quand même très particulier. Stanley, je vous laisse terminer. Oui, donc je disais, la femme qui fait des affaires, qui se plante et qui rebondit, qui a ce mindset d'entrepreneur. Ça, c'est génial. C'est génial, il n'y a pas de souci. Mais ce qui nous concerne, en ce qui concerne le marketing d'influence et les victimes qui en découlent d'après, c'est les manquements énormes qu'elle fait sciemment. Parce que tu peux le faire une fois, tu peux le faire 2 fois, mais quand ça devient une coutume, on peut se poser des questions sur ces manquements qui sont juste illégaux. Je suis complètement d'accord avec vous. Et je vais encore prendre le contre-pied, mais vous savez, je le fais exprès dans cette émission, ça ne veut pas dire que je soutiens telle ou telle partie. Est-ce que vous ne pensez pas, Slim, qu'un chef d'entreprise en France, quel qu'il soit, vous savez, tant que vous n'avez pas réalisé de choses, il ne peut rien vous arriver. Mais si vous montez des boîtes, vous allez voir qu'un jour ou l'autre, vous allez vous retrouver devant un tribunal. Ça ne veut pas dire que vous l'avez fait de manière, je dirais... forcément, vous voyez, un calcul d'escroquerie. Mais vous savez qu'il y a eu des études qui ont été faites et certaines personnes disent que même en respectant toute la législation, il y a des lois qui sont tellement contradictoires qu'un chef d'entreprise va à un moment donné être en dehors de la législation. Donc ma question est la suivante, Slim. Est-ce que vous ne pensez pas que quelqu'un comme Magali Berda qui a eu... quand on regarde son parcours, moi je dis quand même chapeau sur le parcours, c'est-à-dire de partir d'une femme qui s'est plantée, qui a retroussé ses manches et qui a bossé, moi ça c'est quelque chose, pour moi c'est un exemple positif. En revanche, là où ça devient malsain effectivement, c'est que quand il y a eu ces premières escroqueries supposées, mais qui dans les faits, je pense que la justice le confirmera, de ne pas avoir rectifié le tir, ça par contre c'est malsain. Est-ce que vous pensez, Slim, que justement, je reviens sur ma question, excusez-moi, je m'embrouille un petit peu, que le fait même de monter plusieurs entreprises, tôt ou tard, un chef d'entreprise, avec toutes les lois qu'il y a en France, il va commettre une erreur. Est-ce qu'elle n'a pas les circonstances atteignantes à ce niveau-là, ou est-ce que vous faites partie des gens qui disent « Ah non, ils sont chefs d'entreprise, c'est à eux de faire super gaffe absolument à tout ». Non, alors je ne suis pas de cet avis-là, je suis du même avis que vous, moi. D'accord. Mais je donne un exemple concernant Madame Berda.
Elle a été condamnée, je ne sais plus en quelle année, à ne plus ouvrir de société ou ne plus gérer de société. Interdiction à gérer. Interdiction à gérer pendant je ne sais pas combien de temps, 5 ans ou 3 ans. Malgré ça, elle a quand même ouvert une société sous son nom de jeune fille. Donc là, c'est clairement un manquement de la loi. C'est-à-dire elle ne respecte pas la loi. Donc alors, là, c'est pas involontaire. Mon cher Slim, je vais vous donner un exemple qui va vous scier. Moi, j'ai été condamné à ne pas gérer une entreprise. Vous savez pourquoi ? Il y a des années, je dirigeais une boîte, et écoutez-moi bien, hein, qui a fait une liquidation judiciaire comme ça arrive à de nombreuses entreprises françaises. J'ai déménagé. Je n'habitais plus à l'endroit où, juridiquement, j'avais mon domicile. Le tribunal de commerce m'a écrit à cet endroit-là, je n'ai jamais reçu le courrier, donc forcément, je n'ai pas pu venir à l'audience. Et donc, de manière automatique, vous avez une interdiction. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ce que je veux vous dire par là, mon cher Slim, c'est que des fois, avec le droit français, vous pouvez subir des injustices. Et moi, dans mon cas, figurez-vous, c'est que le liquidateur, je peux le nommer, qui s'appelait Madame Riffier à l'époque et qui était à Nanterre, en fait, elle faisait pas son job, elle n'informait pas en fait les interlocuteurs. Résultat, elle a été condamnée à de la prison ferme parce que dans son étude, il y avait plein d'escroqueries, etc., etc. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que le chef d'entreprise qui a un certain nombre de responsabilités, il peut être amené à... attention, je suis pas en train d'excuser Madame Berda, entendons-nous bien. Non, mais bien sûr. J'essaie de vous faire prendre conscience que c'est pas tout blanc, tout noir. Et que je trouve que cette femme... probablement qu'elle a beaucoup de tort, mais je trouve que la barque qu'on veut lui mettre est un peu trop grosse, quoi. Maintenant, elle a commis beaucoup d'erreurs, mais est-ce que ça justifie toute cette haine qui se déclenche contre elle ? C'est une question que je vous pose. Alors, il faut savoir que le collectif a mené une campagne contre le cyberharcèlement mi-août 2022. Donc toute la haine qui lui tombe dessus, etc., on ne cautionne absolument pas ça. C'est très important de le dire. Oui, bien sûr. Mais ça, on est tout à fait d'accord sur ce point-là. Mais ce qu'on voudrait, ce qui est important, c'est de mettre Madame Berda face à ses contradictions et surtout face à ses responsabilités. Tout à fait. Donc là, là, j'ai donné un exemple, le fait qu'elle n'ait plus le droit de gérer une société, mais qu'elle le fait quand même. Je suppose que vous, malheureusement, vous avez eu ce cas-là. Mais est-ce que vous avez géré une société malgré votre interdiction ? Non. Alors, si, justement, mais je vais vous donner une explication juridique. Je vais vous donner une explication juridique tout simplement. C'est que tant que vous n'êtes pas officiellement informé d'une situation, vous ne pouvez pas en tirer les conséquences. En revanche, dès que j'en ai été informé, parce que j'ai voulu monter une autre boîte auprès du tribunal de commerce de Paris, puis là ils m'ont dit mais monsieur, vous êtes interdit. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai démissionné de tous mes mandats dans toutes les boîtes où j'étais à compter du moment où effectivement j'en ai été informé. Donc c'est pour vous dire que même en suivant les lois, des fois on peut... Ouais, mais c'est pas le même cas. Là, elle a utilisé son nom de jeune fille. Oui. Vous comprenez que je le fais exprès. Et vous voyez, je prends même mon cas personnel pour exprimer le fait que quand on est chef d'entreprise en France, on peut... parce qu'à force de créer des choses... Vous savez, regardez, vous pensez qu'une boîte comme Apple n'a pas de plainte contre elle ? Avec les millions de consommateurs mais en fait, c'est tout à fait normal d'avoir des plaintes, des trucs comme ça, parce qu'on a peut-être eu un manquement, etc. On n'a pas fait attention. Enfin, je suis tout à fait d'accord. Mais est-ce que là, c'est bien ce cas-là avec Madame Berda ? C'est ça qu'il faut se poser. Et ça, c'est la justice, effectivement, ça, moi, voilà. qui devra en définir. En tous les cas... Mais je soutiens... je ne soutiens pas toute forme de cyberharcèlement et je soutiens Berda par rapport à ce combat-là. Nous sommes contre toute forme de cyberharcèlement, ça on est clair et net. Très bien. Jean-Baptiste, dites-moi, vous êtes toujours avec nous, Jean-Baptiste ? Je suis toujours là. Oui, Jean-Baptiste, qu'est-ce que vous pensez de notre débat actuel ? J'aimerais bien avoir votre opinion, Jean-Baptiste. Moi, sur l'affaire Berda, je suis vraiment beaucoup plus mesuré, étant donné que dans son cas, dans la condamnation dont on parle tout à l'heure, donc c'était une condamnation en 2019, on ne parle pas d'un petit manquement, d'un petit problème administratif, on parle de quelqu'un qui a profité de la faiblesse d'un homme de 96 ans, atteint de la maladie d'Alzheimer, pour lui prendre 200 000 euros. Là, donc on parle pas de, je peux rien dire. On parle pas de quelqu'un qui a fait qui savait pas, qui a raté quelque chose.
Voilà, on parle aussi de quelqu'un qui était auparavant dans le business de la vente de mutuelles et qui, justement, a été lié à un groupe qui, précisément, avait ce genre de pratique déjà. Il se trouve qu'ensuite, quand elle va dans le monde de l'influence, à nouveau, on la retrouve sur un certain nombre de pratiques problématiques. Donc, à titre personnel, je n'ai rien contre Madame Berda, mais disons que là, il y a un parcours qui interroge. D'accord. Et Jean-François, honnêtement, Jean-Baptiste, excusez-moi, honnêtement, il y a 2 agences en France. Pourquoi est-ce qu'on ne parle plus que de Magali Berda et que Wesley de WeEvent, ça passe crème à la limite, alors que les influenceurs qu'ils représentent, on leur a reproché également les mêmes choses. Tout à fait, mais parce qu'elle s'est montrée, elle s'est exposée. Elle est très présente sur TPMP et en plus, elle se présente en faisant bien souvent la leçon aux autres. C'est-à-dire qu'elle est dans les chroniqueurs et elle donne son avis, elle se permet de juger les autres. Et étant donné ce qu'on découvre sur sa moralité présente et passée, c'est un petit peu effectivement compliqué de se permettre de faire la leçon aux autres. D'accord, je vous applaudis mon cher Jean-Baptiste. Et maintenant, je voudrais qu'on donne la parole à nos téléspectatrices qui sont là depuis le début de l'émission, mais vraiment de manière sage. Elles n'ont rien dit. Je vais commencer par vous. Rappelez-moi votre prénom. Sandra. Alors Sandra, vous, si je ne m'abuse, vous avez fait quelques études de droit en plus. Hein. Je suis juriste non pratiquante aujourd'hui. D'accord. Écoutez, Sandra, quel est votre sentiment par tout ce dont on a parlé jusqu'à présent ? Alors j'ai le sentiment que le combat que vous menez est honorable, qu'il est admirable parce qu'il protège les consommatrices et les consommateurs. C'est votre but. En cela, c'est admirable. Et aussi, un deuxième point, c'est qu'il prêche pour une meilleure transparence. Et ça, je pense qu'on en a effectivement besoin. Est-ce que vous pensez justement que tout ceci, c'est un problème de transparence à la base, ou bien vous pensez que certains des influenceurs, ils n'ont pas été motivés non plus par le gain rapide d'argent? Parce que certains se sont dit, je ne sais pas combien de temps ça va durer, je vais essayer de m'enrichir très vite. Moi, ce qui me fait le plus de mal dans cette affaire, c'est qu'ils escroquent des gens qui les aiment. Enfin, c'est un truc de malade. C'est exactement ce à quoi je pensais. Les gens viennent les suivre parce ça. qu'ils les aiment, et pas tous les influenceurs, mais certains leur ont proposé des produits et des services dont ils savaient eux-mêmes que c'était soit défectueux, soit de la pacotille, soit de la connerie. Eh bien, moi j'ai une toute petite communauté, mais je ressens de l'empathie et du plaisir Proche du micro, s'il vous plaît. Du plaisir à communiquer et justement à soutenir, à aider ma toute petite communauté. Et effectivement, je pense tout à fait comme vous. J'ai du mal à comprendre comment l'appât du gain peut prendre le dessus sur cet amour qu'on a justement pour des gens qui nous suivent. Donc ça, c'est une chose. Je voudrais rebondir sur Slim. Un point très important, c'est la bonne foi. Tu as souvent évoqué le fait que voilà, il peut y avoir de la mauvaise foi et ça, en droit, c'est quelque chose d'important parce que comme vous le disiez tout à l'heure, il peut y avoir une inflation législative et même si on est averti, c'est pas forcément évident. C'est vrai. Ça, c'est une certitude. Et il y a aussi la bonne foi. Mais là, c'est-à-dire vous estimez que la bonne foi... Alors, je n'estime rien du tout parce que Vous voulez pas vous engager ? Je ne connais pas la question à tel point. D'accord. Et je ne suis pas très ancienne sur les réseaux sociaux. C'est surtout pour ça, pour être honnête avec vous. D'accord. Mais je crois qu'il faut aussi étudier la bonne foi de la personne. Et si elle est de mauvaise foi, effectivement, cela ne plaide pas en sa faveur. Mais effectivement, on a une inflation législative qui fait que c'est pas évident, même pour les plus instruits, de tout connaître. Mais cela dit, on est quand même... Il y a une fameuse phrase qui dit « Nul n'est censé ignorer la loi », malheureusement. Tout à fait. Je n'en sais rien. Tout à fait. Mais je crois qu'il y a aussi le cœur. Et que quand on a une communauté, on est censé être mobilisé, guidé par le cœur. Et tout le monde n'a pas les moyens dont il dispose. Et juste un peu d'empathie, je pense que ça peut être une vraie petite clé. Je vous applaudis. Merci beaucoup. De ce point de vue, je vais me tourner vers Mégane. Vous-même, au travers
de ces témoignages, de ces différents discours. Vous également, je vois que sur les réseaux sociaux, vous êtes présente. Comment vous percevez ce combat justement de ce collectif qui, franchement, moi je trouve que vous faites honneur à la France, quoi. Non mais vraiment, C'est super sympa. vraiment, mais non mais vraiment, parce que vous savez aujourd'hui on est dans une société où les gens ont subi la vie, vous voyez, on n'ose plus faire les choses, etc. Et je ne sais pas quels sont vos horizons professionnels. Vous avez dit que vous êtes chauffeur VTC, vous-même, je ne sais pas quel est votre horizon professionnel, mais vous êtes parti d'un sentiment. Vous avez créé ce space sur Twitter et vous êtes dit merde, on peut pas laisser le truc comme ça. Vous avez contacté un cabinet d'avocats, vous avez fait des plaintes groupées. C'est exactement ça. Et voilà, et là, Ouais. Et moi je vous le dis, vous allez avoir des résultats. Tout à l'heure, on va aborder le fait que vous avez récemment, c'était hier, au moment où on enregistre cette émission, a été reçu, je crois, à l'Assemblée nationale, hier ou avant-hier, je ne sais plus. Avant-hier, on a été reçu, ouais. Avant-hier. On va en parler, mais je voudrais vraiment que Mégane, c'est Mégane votre Oui, prénom, bien sûr, oui, intervienne c'est ça. également. Alors quel est votre point de vue sur ce Alors débat? j'approuve totalement votre combat, hein, je trouve ça également honorable. Effectivement, moi-même, j'étais pas venue pour ça, mais c'est vrai que j'ai été également victime d'une arnaque donc, sur Internet. Donc c'était par rapport aux AirPods dont vous avez parlé la dernière fois. Donc bon, effectivement, quand c'est des petites arnaques, entre guillemets, comme ça, on va pas aller jusqu'au bout, on n'ose pas aller se plaindre, on se dit, bon allez, j'ai perdu 10 €. Mais effectivement, si tout le monde dit ça, ça ne va rien, rien c'est ne va exactement changer. ce qui se passe. C'est-à-dire là, vous avez perdu 10 € Exactement. ou 20 €. Les gens ils se disent, je vais pas aller porter plainte pour 20 €. Exactement. Allez, tant pis, je me suis fait arnaquer, etc. Et c'est pour ça qu'en fait, nous, on veut simplifier la démarche. C'est-à-dire, ok, tu as perdu 10 €, mais il faut que faut que tu te fasses entendre. Donc, tu viens sur le site, tu déposes ton recours, même si c'est 5 €. Slim, vous Oui, savez bien ce sûr. qui m'est remonté à moi, quand je vais vous le dire, vous allez être horrifiés. Quand j'ai travaillé sur l'émission, des influenceurs m'ont dit, je ne vais pas les nommer, que c'était une pratique, vous savez, à l'époque où il y avait beaucoup le dropshipping. Alors attention, parce que le dropshipping, je pense que le grand public, il fait confusion. Selon moi, c'est pas une pratique illégale. Non, c'est pas illégal. Parce que le dropshipping, ça permet à des petites entreprises de vendre un catalogue qui est beaucoup plus important et de ne pas avoir de stock. Et ça, c'est d'un point de vue économique, c'est juste une super invention. Maintenant, effectivement, il y en a qui ont abusé, qui ont multiplié des prix par 5, 10, 20, 40 au lieu de multiplier par 2 ou 3 qui sont les règles du commerce en règle générale. Et là, effectivement... ça s'approche d'une forme d'escroquerie. Mais le dropshipping en lui-même, non. Mais moi, écoutez bien ce qui m'a été dit. Et là, ça m'a littéralement horrifié. Des influenceurs m'ont dit, mais nous, il y en a certains qui ont fait exprès de vendre des produits dont ils savaient que la livraison était foireuse. Et comme les sommes étaient minimes, ils ont encaissé les sommes et ne les ont jamais remboursées. Non mais là par contre c'est plus que du cynisme, là c'est plus que de l'escroquerie, c'est de l'arnaque totale. Un faisceau convergent d'indices qui amène à démontrer la mauvaise foi de la personne. Et ça c'est important, c'est pas forcément une preuve ou des preuves, mais un faisceau d'indices convergents. Effectivement. Oui, vous vouliez rajouter, Stanley avait levé la main juste avant et juste après Slim. C'est Allez-y, juste Stanley. ce qu'on appelle, pour ce qui t'est arrivé, Mégane, c'est la théorie du à quoi bon. Voilà, j'ai perdu 10 €, j'ai perdu 15 €, à quoi bon? On va essayer de faire une multiplication de placements et de sites foireux à petit montant, mais 10 € sur une audience de 1 million avec un rendement de 10%. Je vous laisse faire les calculs. Voilà. Alors, moi, je voudrais juste rajouter une parenthèse par rapport à ce que tu viens de dire, Stan. Je ne dirai pas les noms, mais j'ai un influenceur qui m'a dit qu'il connaît un autre influenceur qui a fait l'arnaque au pod. Il a pris 140 000 €. Ah oui, ça va vite. Hein. Ça va trop vite. Non, mais et c'est là que c'est triste, je dirais, parce qu'en fait, ils arnaquent leur propre communauté. Mais tu sais, ceux qui font ça, ouais, mais je ne tu sais, généralise ouais, mais pas. tu sais, juste un instant, s'il vous plaît. Ceux qui font ça, ils arnaquent leur propre communauté. C'est ahurissant. Vous vouliez rajouter, rappelez-moi le prénom. Sandra, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, absolument. Et ils arnaquent aussi des mineurs, car tous ne sont pas majeurs sur les réseaux sociaux et ils peuvent effectivement avoir accès à peut-être un argent qui est un argent de poche. Et je pense qu'effectivement, il y a une question à avoir. Il faudrait se poser la question effectivement sur l'âge de la communauté. Et puis non, il n'y a pas de montant dérisoire. Effectivement, il y a l'effet boule de neige qui se fait au fur et à mesure. Et effectivement, c'est un combat qui est franchement honorable grâce à l'action de masse, à l'action collective. Alors, je vais poser la question un instant à Jean-Baptiste à distance, mais je voudrais
prendre ce cas concret-là dont Mégane vient de nous parler, parce que je trouve que, m'en veuillez pas, je trouve que ce cas est beaucoup plus représentatif que le copy trading. Pourquoi est-ce que je dis ça? Attention, c'est pas que le combat n'est pas légitime ou quoi que ce soit. Dans les deux cas, c'est des arnaques. Mais ce cas, selon moi, est beaucoup plus, courant. Un cas concret comme celui-ci, Stanley, comment est-ce que le collectif AVI peut aider ce cas d'une personne, justement, qui a eu une commande qui n'est pas arrivée? Alors, tous les mercredis et tous les dimanches, nous faisons sur Twitter de 21h30 à minuit avec le compte Twitter du collectif, les Spaces, où on donne la parole à tous ceux qui veulent bien venir discuter et échanger avec nous. Et à la suite de ces Spaces, il y a des gens qui montent, qui viennent nous expliquer qu'ils ont commandé des produits via l'influenceur un tel. Et en fonction de la récurrence ou de la multiplication du nom qui ressort, de là, on fait un appel à témoins sur le chat Telegram et sur nos différents réseaux sociaux du compte du collectif, pour voir exactement si c'est juste un cas isolé ou si c'est un spécialiste des placements du genre. Eh bien, regardez, mon cher Stanley, bing, les adresses de votre collectif viennent de s'afficher. Donc, les téléspectateurs qui veulent vous rejoindre pour ces réunions que vous faites les mercredis et les dimanches, eh bien, j'espère qu'il continuera à vous suivre. Je voudrais redonner la parole à Samia, parce qu'elle a parlé au début de l'émission pour exposer justement son cas, son témoignage, victime de Marc et Nadé Blata. Par rapport à vous, Laurent. De Laurent, pardon. Ouais. Alors, je corrige tout de suite. Victime de Laurent Billonnaire. Vous, Samia, à l'aube de tout ce que vous avez entendu dans l'émission, etc., pour l'avenir, est-ce que vous êtes consciente? Est-ce que vous pensez que ces réseaux vont finir par être régulés par le législateur, etc., ou vous vous dites qu'il y aura toujours des arnaques finalement? Je pense que, sincèrement, je pense qu'il y a toujours des arnaques. C'est pas possible. On peut pas surveiller tout le monde. C'est pas possible. Après, mais en tous les cas, il faut les atténuer avec une nouvelle loi éventuellement. Voilà, une nouvelle loi, certes. Après, hier, vous parliez dans le space de former un groupe pour surveiller. Je sais pas si tu te rappelles ou pas. Je sais pas si tu étais là ou pas. Alors en fait, vous parliez dans le cadre de votre groupe sur le fait de mettre en place un système de surveillance, de détecter des cas. Et ça, ouais, pourquoi pas. En même temps, attendez, ne m'en veuillez pas, mais vous n'êtes pas le législateur. Et l'idéal, ce serait qu'il existe un organisme en France et qu'il fasse son job. C'est la DGCCRF, Slim. Oui, mais la DGCCRF, ils sont en manque de moyens. En fait, pour moi, il faut les aider. Voilà, c'est tout. Donc, si je vous comprends bien, Slim, vous faites un appel au gouvernement en disant mettez plus d'agents pour contrôler auprès de la DGCCRF. Oui, mettez plus d'agents et notre association ou d'autres associations comme la nôtre se portent volontaires pour aider les services gouvernementaux. D'accord. Stanley, vous vouliez reprendre la parole? Oui, c'est exactement ce que Slim a dit. On peut se proposer, nous et tous les lanceurs d'alerte qui sont là depuis pas mal de temps. Je pense par exemple à, tu l'as dit tout à l'heure, Kevin, que tu allais faire un dossier spécial avec Christelle CPF qui est là depuis 2021. On a des Kumba de Stop Arnaque qui est là depuis 2017. Écoutez, moi je vais vous dire franchement, je trouve que votre combat il est beaucoup trop légitime pour que il passe inaperçu. Déjà aujourd'hui, vous n'êtes plus inaperçu, vous avez une visibilité nationale, mais moi je suis prêt à vous proposer qu'une fois par mois, vous veniez sur l'antenne de People 24 et que vous fassiez, je vous donne l'antenne, et que vous fassiez un rendez-vous pour informer les téléspectateurs. Allez. Et ça ne me pose aucun problème, parce que j'estime que c'est un combat qui est juste, et comme tous les combats justes, il faut les soutenir. D'accord, donc on va en discuter si vous voulez. Moi, j'en discute. Alors, je suis le directeur des programmes, donc ça va être assez facile la décision. Mais j'ai aucune difficulté à ce que vous ayez l'antenne une fois par mois. Je voudrais donner la parole à Jean-Baptiste parce que l'émission est bientôt terminée. Vous voyez, on devait parler tellement de sujets et on n'a pas eu le temps. C'est malheureusement souvent le cas. Et comme je viens de vous le dire, on pourra pas forcément une fois par mois, mais peut-être une fois tous les trimestres. Vous voyez, que vous veniez expliquer un peu les nouvelles tendances de l'arnaque, si jamais il y a de nouvelles tendances sur les réseaux sociaux, etc. Et je trouve que c'est très important. Jean-Baptiste, en conclusion de l'émission, je voudrais vous entendre, mon cher Jean-Baptiste, comment vous voyez l'avenir? Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous? Ce qu'il faudrait faire, vous l'avez dit, c'est donner plus de moyens aux autorités de contrôle. Donc, vous avez parlé de la répression des fraudes, la DGCCRF. En 15 ans, ils ont perdu 30% d'effectifs, entre 25 et 30%.
alors que le commerce, lui, il a augmenté, alors que le commerce, il a considérablement muté. Donc, au contraire, il aurait fallu plus de moyens, mais on a fait exactement l'inverse. Donc, c'est une conséquence logique, ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a pas donné de moyens, on n'a pas donné non plus la possibilité à ces gens de se spécialiser dans les nouvelles possibilités offertes par Internet, par les réseaux sociaux, pour faire du commerce, pour faire de la vente de produits un petit peu particuliers. On parle de produits financiers, on parle de produits liés au médical. C'est vrai qu'on a un tout petit peu abordé la question, mais toutes ces problématiques médicales, elles sont encore pires, puisque là, vraiment, vous avez des gens... Là, c'est la santé publique. Oui, tout à fait. On a parlé un petit peu des injectrices, mais il y a des choses pires encore, où vous avez des gens qui, par exemple, vont arrêter leur traitement parce qu'il y a quelqu'un qui va leur vendre un complément alimentaire en lui disant « tu peux arrêter ta chimiothérapie et prendre ça à la place ». Donc, à la fin, il y a des morts. Tout à fait. Écoutez, Jean-Baptiste, je vous applaudis. Et Jean-Baptiste, on verra ça avec le collectif. Moi, je suis vraiment partant. Est-ce que une fois par trimestre ou tous les 2 mois, je ne sais pas, on verra comment on peut mettre ça en place, mais que vous veniez nous parler de ces tendances et de vraiment de défendre le consommateur. Est-ce que Mélissa est encore avec nous à distance ? Quel est votre souhait pour l'avenir ? Qu'il y ait de moins en moins de victimes et puis que le collectif continue sur cette lancée et qu'on arrive à faire de grandes choses parce que seul on va vite mais ensemble on va plus loin et on est ensemble donc il n'y a pas de raison. Je vous applaudis ma chère Mélissa. Vous le savez, vous étiez dans le 20h de Kevin Williams, on parle comme ça de sujets. Aujourd'hui, tout le sujet a été sérieux tout au long de l'émission, alors qu'on a notre petite partie divertissement qu'on a été obligé d'abréger parce que cette émission, je voulais vraiment donner la parole au collectif AVI qui nous explique leur combat. Slim, vraiment, merci. Merci beaucoup d'avoir été présent. Stanley, merci d'avoir fondé ce collectif. Samia, mille merci à vous. Et merci à eux, surtout, parce que franchement, grâce à eux, franchement, regardez, on les applaudit. On les applaudit. Merci Jean-François, merci Mélissa à distance. Merci à nos téléspectatrices qui ont été nos 2 témoins sur le plateau. Je vous applaudis. Et regardez bien, vous voyez les réseaux sociaux de tout le monde qui s'affichent. On va commencer par ceux du collectif. Vous voyez, ils s'affichent actuellement au bas de l'écran. Regardez, vous avez également le compte Instagram de Slim, le Twitter également. Celui de Stanley, voilà. Est-ce que Samia voulait qu'on affiche vos réseaux ou pas du tout? Samia, elle ne veut pas qu'on affiche ses réseaux. Nos amis téléspectatrices, regardez, leur compte également s'affiche. Tout d'abord, Sandra, voilà, pour son compte Instagram et ses réseaux sociaux. Ceux de Mégane, les miens, vous les connaissez déjà. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro du 20h de Kevin Williams. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye. Bye bye. On a décidé de donner la parole aux Français. Le 20h de Kevin Williams, c'est l'émission d'information qui donne la parole aux Français. Dans le 20h de Kevin Williams, les Français commentent l'actualité avec une liberté totale et sur un ton que vous ne retrouverez dans aucune autre émission de télévision. Vous souhaitez pousser un coup de gueule ou passer un coup de cœur à la télévision ou vous souhaitez témoigner dans l'émission, rendez-vous sur le site internet de notre chaîne à l'adresse www.people24.tv, rubrique programme. Enfin, pour voir ou revoir les meilleures séquences de l'émission, abonnez-vous à la chaîne YouTube people24.tv. Le 20h de Kevin Williams vous est présenté par abeland.com, le spécialiste du linge de maison haut de gamme et des accessoires de cuisine sur Internet. Le 20h de Kevin Williams avec Casting Media. Inscris-toi sur castingmedia.fr et participe à des castings professionnels. Le 20h de Kevin Williams vous est présenté par Horyline. Pour vos travaux de graphisme, impression, création de sites institutionnels ou e-commerce, rendez-vous sur horyline.fr.